On ne peut survivre sans l'esprit. Êtes-vous là? Allez-vous agir? Let's reconnect. Y aurait-il une géométrie du réel? Reconnect us to the earth. Bienvenue dans Géométrie du réel, le podcast produit par le studio des éditions L'Alchimiste. Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Alexis Haupt pour l'ensemble de ses livres, parce qu'il en a écrit pas mal. Donc alors, Alexis, est-ce que tu veux bien te présenter succinctement, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous, avec plaisir. Finalement, pour me présenter de façon rapide, je me considère tout simplement comme un jeune homme qui pense beaucoup et qui écrit tout simplement, qui couche ses pensées sur papier depuis une dizaine d'années, disons. Euh, voilà, c'est la meilleure définition, je pense, que je pourrais faire de moi-même, quelqu'un qui pense, qui s'interroge, tous les jours j'écris, je lis. Et voilà, je pense que c'est la définition la plus honnête me concernant. D'accord, c'est vraiment succinct, remarque, c'est très bien, c'est ce que je t'ai demandé. Du coup, on va publier aux éditions L'Alchimiste Discours de la servitude intellectuelle, et puis très bientôt, Complosophisme, éloge de l'esprit critique. Alors, Ouais. comme tu es, donc voilà, tu écris beaucoup, tu l'as dit. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la genèse de Discours de la servitude intellectuelle? Qu'est-ce que tu entends par là? Et pourquoi tu l'as écrit? Quel message tu veux faire passer, entre guillemets? Oui, alors le discours de la servitude intellectuelle, donc d'ailleurs le titre c'est un clin d'œil au discours de la servitude volontaire de la Boétie. Finalement, dans ce livre, j'aborde un concept que moi je nomme la soumission intellectuelle. Et pour le dire en un mot, je nomme soumission intellectuelle tout simplement l'incapacité à suspendre son jugement devant le récit de l'autorité et le prendre aveuglément pour argent comptant. Et j'insiste sur l'incapacité à suspendre son jugement, la suspension du jugement, qui est finalement pas le fait de réfuter un récit, hein, c'est juste le fait de se dire peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, sachant que je ne suis pas omniscient, eh bien je vais, et sachant aussi que la personne qui tient ce récit n'est pas omnisciente, eh bien je vais suspendre mon jugement, c'est le doute, hein, finalement, le doute méthodique cher à Descartes, eh bien je vais suspendre mon jugement pour investiguer. Et je pense que la plupart des hommes ont tendance à finalement à se laisser aller à cette soumission intellectuelle. C'est un vrai processus psychologique d'une certaine façon. Et voilà, pour le dire en un mot, ce qu'est la soumission intellectuelle. Et donc, dans le discours de la servitude intellectuelle, j'aborde notamment ce concept, d'autres aussi, et comment je suis arrivé finalement comment j'ai été amené à écrire ce livre et à aborder ce concept, mais c'est finalement pendant la crise Covid où j'ai constaté qu'il y avait une doxa, plusieurs même, et j'étais stupéfait, même sidéré, de voir à quel point, j'avais toujours noté que l'être humain avait tendance à prendre finalement pour argent comptant tout type de discours qui émanait de l'autorité. Quand je dis l'autorité, ça peut être tout type d'autorité. Ça peut être l'autorité médiatique, l'autorité politique, ça peut être l'autorité scientifique, ça peut être le professeur à l'école, une autorité. Et j'avais toujours remarqué ça. Mais là, avec le Covid, ça a été très flagrant de voir des gens sortir dans la rue, porter un masque sur une plage parce qu'on leur demande de le faire. Du coup, c'est ça le récit. Le récit de l'époque, c'était de dire portez un masque sur la plage. Buvez votre café assis et pas debout. Et je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose. Il y a des ressorts psychologiques très puissants dans le cerveau humain pour que les gens, qu'ils soient scientifiques ou non, parce que c'est même plus un débat de science, là, c'est un débat de si je saute par la fenêtre, je sais que je vais mourir si je suis au 30e étage. Pas besoin d'être scientifique pour le savoir.
Eh bien, si je suis seul sur une plage, en Bretagne, à Nice ou n'importe où, mais véritablement seul, je suis assis sur les galets. Si on me dit il faut que tu mettes un masque pour te protéger d'un virus qui est transmissible finalement quand tu es en contact avec des personnes, et que je suis seul sur cette plage, si je crois à ce récit, moi j'appelle ça, c'est ce que j'appelle la soumission intellectuelle, c'est-à-dire se soumettre au récit sans être capable de l'analyser avec esprit critique, parce qu'il suffit d'un tout petit peu d'esprit critique pour se rendre compte finalement que ce récit est totalement faux. Aujourd'hui, de toute façon, on le sait. Mais à l'époque, les seuls qui savaient que ce récit était totalement bidon, pour le dire grossièrement, étaient les gens qui luttaient du coup contre ces ressorts psychologiques profonds que je nomme la soumission intellectuelle, et ces gens-là étaient très rares. Ces périodes-là ont d'ailleurs cette utilité de montrer à quel point les gens capables de ce que je nomme d'ailleurs la souveraineté intellectuelle dans le livre, sont rares. Ces gens-là sont très rares. Ces périodes-là ont l'utilité de nous montrer à quel point ces gens-là sont rares. Et je ne parle pas des gens je ne parle pas des capacités cognitives, je ne parle même pas du QI. Il peut y avoir des gens, ça prête beaucoup à confusion, il peut y avoir des gens qui ont un QI élevé, mais qui ont une tendance à se soumettre aveuglément au récit d'autorité, et donc à la soumission intellectuelle. Et ça, c'est un point très important aussi, pour comprendre ce qu'on a vécu. Parce qu'il y avait beaucoup de gens, des universitaires, de tout type de personnes qui se soumettaient au récit. Et c'est véritablement un phénomène intemporel, d'une certaine façon. Là, le Covid l'a montré, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre pendant le Covid. Mais en vérité, c'est un phénomène assez intemporel. On est tous, plus ou moins, même moi, sujets à, un jour ou l'autre, dans notre vie, se soumettre à des récits. Donc, on est tous sujets à ce que j'appelle la soumission intellectuelle. Mais les périodes comme celle qu'on a vécue, qui est une véritable période totalitaire, au vrai sens du terme, eh bien, je dirais, mettre la lumière sur ce phénomène. Alors, je trouve ça très intéressant. Il y a un autre exemple que je voudrais porter à ton attention, c'est la fameuse, comment ça s'appelait? Autorisation de sortie autonome, se faire un papier à soi-même pour s'autoriser à soi-même de sortir à une heure telle ou telle. Et puis voilà. Alors, moi, je me rappelle très bien quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit non mais c'est une grosse blague, c'est pas possible. Et non, c'était pas une blague, et c'était pris très au sérieux par un paquet de gens. Et donc moi je riais, mais je riais jaune, à un moment donné, même très vite j'ai ri jaune. Et je disais à mon entourage, mais tu te rends compte du délire dans lequel on est là? Je me fais un papier à moi-même. Alors je réutilisais le même, je rayais. Enfin bon, ça n'avait ni queue ni tête. Et puis vraiment, je trouvais ça d'un ridicule. Et alors là, je me suis dit effectivement, c'est exactement ça. C'est une soumission à un espèce. Un récit, voilà. Alors, on l'appelle la doxa, on l'appelle le récit. Alors, c'est des mots qu'on pourrait préciser. Et je précise au passage, parce que ça, c'est l'accusation qu'on pourrait, et ça peut nous amener d'ailleurs à ton second livre. Une accusation d'être anti-vax ou je sais pas quoi, pas du tout, parce que donc je précise que moi j'ai travaillé dans les hôpitaux, je suis vacciné, je suis à jour de tous mes vaccins, bref, j'ai pas du tout le profil de ouais je rejette tout le système, etc. Pas du tout. Par contre, questionner un produit nouveau, remettre en question des règles complètement débiles, parce qu'en plus de ça, pour avoir travaillé dans les hôpitaux, pour avoir fait les urgences de la Lariboisière, les urgences de Necker, tu vois, des remplacements en réa, etc. Bon, voilà, je sais ce que c'est que la transmission des virus, je sais ce que c'est que, tu vois, les règles de sécurité, de non-contagion, d'hygiène et compagnie. Voilà. Et ben tout ça, je le trouve ça complètement absurde, quoi. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Donc la soumission intellectuelle pour toi, c'est cette idée de qu'à un moment donné, il y a le cerveau qui ne réfléchit plus, on ne prend pas en compte une réelle réflexion, un réel questionnement, et donc c'est ça que tu entends par doute. C'est pas un doute sur soi, c'est un doute, c'est un questionnement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut y réfléchir? Est-ce qu'on peut débattre? C'est ça? Tu fais bien de parler du doute, parce que beaucoup de gens prônent le doute, mais finalement sans vraiment comprendre ce que c'est.
Le doute, c'est la suspension du jugement, hein. Le doute, ça ne veut pas dire nier ou réfuter un récit. Le doute, ça veut dire je suspends mon jugement face à une information que je reçois, un récit ou peu importe. Et comme je suspends mon jugement, ensuite j'investigue. Mais ça ne veut pas dire que je réfute par exemple, si vous allumez la télévision, vous regardez une information, il faut douter de cette information. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut forcément la réfuter. Exactement de la même façon que là, les gens qui m'écoutent doivent douter face à mes propos. Ça ne veut pas dire qu'elles doivent les réfuter, elles doivent douter. Je ne suis pas omniscient, donc elles doivent se dire, et les personnes non plus ne sont pas omniscientes. Donc la sagesse nous demande finalement de suspendre notre jugement devant tout récit, que ce soit des récits officiels, dominants, et donc ça, ou que ce soit des récits dissidents, suspendre son jugement. C'est ça le doute, hein. En se disant peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, peut-être que c'est même imparfait, c'est-à-dire en partie vrai. Et du coup, à partir de cette étape qui consiste à suspendre son jugement, ensuite on investigue, et c'est après qu'on peut considérer qu'on a pensé. Si on n'a pas suspendu son jugement face à un récit, on n'a pas pensé. On est dans le psittacisme, c'est-à-dire on répète finalement une doxa. Mais je voulais juste rebondir sur un point sur les auto-attestations de sortie. Ah oui. C'est vrai que c'est assez fou quand même d'avoir signé un papier pour s'autoriser. C'est ce qu'on peut appeler un délire collectif. Et on a vécu beaucoup de délires collectifs d'ailleurs durant cette période. Ça, c'est un très bon exemple, hein. Il y a les plages dynamiques, le café assis, le 6 à table, ou, comme tu disais si bien, les auto-attestations de sortie. Eh bien, pour moi, hein, selon moi, la soumission intellectuelle conduit à des délires, peut conduire en tout cas à des délires collectifs. Et en fait, j'ai essayé de comprendre. Comme toi, j'ai été sidéré, je rigolais un petit peu, mais en même temps, j'étais très inquiet de voir à quel point on pouvait dire tout et n'importe quoi à la population et constater que celle-ci obéissait. Eh bien, j'ai essayé de comprendre, en fait, pourquoi. Et j'ai été amené, du coup, à ce concept de soumission intellectuelle qui, pour moi, explique, peut-être pas totalement, mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans. Il explique en partie ce qu'on peut appeler les délires collectifs, comme ceux qu'on a vécu, l'auto-attestation de sortie. Pour moi, c'est véritablement un délire collectif. Donc, je conclue là-dessus. La soumission intellectuelle permet d'expliquer des délires collectifs, comme ceux qu'on a vécu, et aussi même, c'est tout l'objet aussi du livre, les tyrannies. Puisque quand on se soumet au récit de l'autorité malveillante ou du tyran, eh bien, automatiquement, en se soumettant à son récit, on va ensuite obéir à ce tyran. Et c'est pour ça que je dis dans ce livre que la soumission intellectuelle est l'étape finalement antérieure, et l'étape qui précède la servitude volontaire. Parce que le tyran, automatiquement, pour mettre le peuple à genoux, a besoin d'un récit. Il ne va pas se présenter avec un micro en disant à la foule « je suis un tyran et je vais prôner des mesures liberticides ». Ça ne marche pas comme ça n'a jamais marché comme ça. Au contraire, il prône un récit plutôt bienveillant, la sécurité, là en l'occurrence c'était la santé. Et avec ce récit, ensuite, il fait passer ces mesures liberticides, malveillantes, autoritaires, tout ce qu'on veut, ou des abus de pouvoir. Eh bien, si l'humain se soumet au récit de l'autorité, qui lui dit il faut faire ça, c'est pour ta sécurité, c'est pour ta santé, eh bien, en se soumettant aveuglément, c'est la soumission intellectuelle, au récit du tyran, ben ensuite, il va finalement dire oui à tout. Et là, on verra le triomphe de la tyrannie. C'est pour ça que la Boétie disait que la tyrannie était plutôt, je dirais, à imputer au peuple qui se laissait tyranniser, qui s'habituait à la tyrannie plutôt qu'au tyran lui-même. Eh bien, il a raison. Et moi, je complète en disant que c'est surtout la tyrannie est en partie due au fait que le peuple se soumet aveuglément au récit du tyran. Mais alors, il y a un problème qui m'apparaît double, c'est-à-dire que d'un côté, il y a laisser faire. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des dirigeants qui sont pas enfin, ça se discute, mais qui sont pas forcément tyranniques au départ, mais qui le deviennent plus la soumission en face est profonde, plus le vice s'installe, plus la tyrannie elle-même prend forme. Alors ça, déjà, c'est une première chose. Mais est-ce que du coup,
il y a un phénomène, enfin, tu qualifierais ça, ce phénomène-là, d'inconscient? Est-ce que c'est de la paresse? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait quasiment automatiquement, puisque finalement, il y a une espèce d'endormissement de la masse, et puis, d'ailleurs, ça, c'est étonnant. Il n'y a même pas forcément, si, peut-être maintenant, on commence à se poser des questions, à se dire, ah, quand même, il s'est passé des choses étranges. Nous, on s'est posé la question directement sur le moment, ou presque. Mais certains ne se posent la question que maintenant, en se disant, dis donc, on s'est peut-être fait avoir là, les gars. Mais heureusement qu'on a l'opportunité pour se le dire, parce que s'il avait fallu attendre 15 ans et des catastrophes bien plus grandes, peut-être que, voilà. Donc, est-ce que c'est de la paresse? Est-ce que c'est inconscient? Comment tu vois les choses par rapport à ça? Ben là, tu utilises des très bons termes parce que je pense qu'il y a les deux. Alors déjà, oui, pour répondre sur la paresse intellectuelle est en lien avec la soumission intellectuelle, mais pas que. Il n'y a pas que de la paresse. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de paresse, dans le sens où les gens, penser demande un effort. Penser, ça fatigue, ça pompe de l'énergie. Et la plupart des gens, finalement, s'ils peuvent économiser cette énergie cérébrale, le font. Donc ça, c'est un premier point. Oui, il y a de la paresse intellectuelle. Après, il y a des gens qui ont le cerveau fait de telle sorte que de toute façon, ils ne peuvent pas ne pas penser. Donc, de toute façon, ils peuvent même pas, ils sont condamnés à ne pas être paresseux. Et du coup, ceux-là sont d'utilité publique pendant qu'il y a une période finalement avec des récits totalement fous. Donc ça, c'est sur la paresse. Oui, c'est vrai que la paresse intellectuelle a un rôle et est très en lien avec la soumission intellectuelle. Ensuite, tu parlais de est-ce que c'est conscient ou inconscient. Très sincèrement, moi, je pense que c'est un mécanisme profondément inconscient chez la plupart des gens. La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils adhèrent à un récit, finalement, et qu'ils le répètent au final, sans être capable de le remettre en question. Ça, je pense que les gens ne se rendent pas compte. C'est peut-être de l'ordre de la psychanalyse. Ce que je dis, ça doit être refoulé. Ça doit vraiment être dans l'inconscient. Après, vraiment, je pense qu'il y a des mécanismes, et là, je vais dire quelque chose d'assez profond, des mécanismes instinctifs inhérents à l'homme qui opèrent dans ce phénomène que je nomme la soumission intellectuelle. Je pense que l'être humain, étant un animal social qui, à l'état de nature, vit dans des petites tribus d'Homo sapiens, quand on était des chasseurs-cueilleurs, on ne vivait pas dans des grandes villes de millions d'habitants ou même de milliers d'habitants. On était des petites tribus dans la savane. Mais ces tribus étaient hiérarchisées. Il y avait finalement un chef de tribu, etc. Comme en fait notre plus proche parent, le chimpanzé. On partage 99% d'ADN avec le chimpanzé. Le chimpanzé aussi, c'est une vie en groupe très hiérarchisée. Il y a le mâle alpha, la femelle alpha, et ensuite chacun a un rôle. Ce que je dis là, je vais très très loin, mais c'est très important à comprendre qu'on a nous-mêmes, comme dit d'ailleurs le primatologue Franz de Waal, on n'a pas finalement le singe en nous ne nous a pas quittés. On peut quitter la forêt, il dit, mais on peut pas quitter. Mais la forêt ne peut pas nous quitter. Elle est toujours en nous. C'est une image pour dire qu'on a une nature, une animalité en nous. Et pourquoi je dis tout ça? Tout simplement parce que, étant donné qu'on a des instincts qui nous programment à cette hiérarchie, comprendre ça permet aussi de comprendre pourquoi, aujourd'hui, l'être humain, disons, moyen, qui n'a pas forcément médité sur sa propre animalité, va adhérer à tout récit émanant de l'autorité, parce qu'à l'état de nature, finalement, il obéissait d'une part au chef de la tribu, et d'autre part aussi au conformisme, c'est-à-dire si toute la tribu adoptait une attitude, l'être humain moyen ne se rebellait pas contre cette attitude. D'ailleurs, à l'époque, c'était utile, puisque le conformisme nous a permis de survivre, puisqu'on adoptait les bons comportements, etc., les comportements utiles à la survie. Mais ces mécanismes-là dont je parle, la soumission à l'autorité, et dont Milgram aussi parle dans son expérience, et le conformisme sont des mécanismes profondément ancrés en nous, dans notre nature.
Et comprendre Pardon. ça permet de comprendre pourquoi est-ce qu'on adhère finalement au récit de l'autorité. On n'est pas programmé, si on se laisse aller, si on fait la paresse intellectuelle, comme tu disais, si on se laisse aller, on n'est pas programmé pour lutter contre ce mécanisme qui est vraiment profondément ancré en nous, qui est de dire oui à tout ce qui vient de l'autorité. Et donc, voilà, si l'État nous dit ça, si les médias nous disent ça, si le professeur nous dit ça, finalement, et c'est pour ça que ça répond à ta question, est-ce que c'est conscient ou inconscient? Je pense que c'est inconscient parce que comme les instincts sont inconscients, si on ne fait pas grandir sa conscience, on ne va pas méditer sur ses propres instincts-là et on ne va pas comprendre qu'on obéit aveuglément à ces instincts qui nous demandent d'adhérer au récit de l'autorité. Alors avant, l'autorité, c'était les chefs de tribu. Maintenant, l'autorité, c'est la télévision, le ministre, etc., etc. Et donc, tu penses que c'est un peu la théorie que finalement, en suivant la masse, en suivant les autres, on garde ce sentiment de pouvoir continuer à vivre dans le groupe, à ne pas être rejeté par lui. Parce qu'être rejeté par lui, ce serait une condition de survie menacée. Oui, c'est ça. Mais dans la nature, être rejeté par le groupe, c'est synonyme de mort. Un homo sapiens dans la savane ne fait pas long feu tout seul. On est des animaux sociaux. Même un chimpanzé seul, il va pas faire long feu, même si c'est finalement le plus intelligent, le plus fort ou ce qu'on veut. Eh bien nous c'est pareil. Et nous aujourd'hui, on a en nous finalement les gènes de ceux qui ont survécu et de ceux qui se sont conformés au groupe, et donc de ceux qui avaient cette tendance à la soumission intellectuelle d'une certaine façon. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait... Enfin, moi, il m'apparaît quand même que, comme tu le dis d'ailleurs dans ton livre, comme tu le détailles, il y a cette idée qu'on peut peut-être cultiver. Alors, je pense qu'il y a des profils, hein, effectivement. Je pense qu'il y a des gens, ils naissent un peu comme ça, ou dans des familles où on réfléchit, on questionne, on aime bien analyser, discuter, débattre, etc. Mais je pense aussi que c'est quelque chose qui peut se cultiver. Bizarrement, on va se rappeler, à l'inverse peut-être de ce que tu disais, de certains professeurs qui nous faisaient réfléchir, ou d'un grand-père qui nous racontait des histoires en nous faisant nous questionner, ou des choses comme ça. Et peut-être donc c'est quelque chose qui se cultive, à ton avis. Qu'est-ce que tu en penses? La réflexion, je veux dire, le doute. Oui, alors là, tu abordes peut-être le point central qui est la question des solutions. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, sachant qu'on est finalement programmé pour nos instincts, hein. Notre conscience n'est pas programmée, notre conscience, justement, elle nous permet de méditer sur ces instincts. Mais nos instincts, eux, sont programmés pour évoluer dans des structures hiérarchiques et donc d'adhérer au récit de l'autorité. Alors la solution, moi personnellement, et c'est pas la solution à laquelle je suis arrivé que dans ce livre-là, hein, c'est mon éthique, disons, ma philosophie de vie, mais ça fait 10 ans que je pense que le principal chez un humain, c'est de faire grandir ce que j'appelle son moi pensant. Ce que j'appelle moi pensant, c'est justement ce moi intérieur qu'on a tous. Alors après, tu as raison, c'est au cas par cas, mais en tout cas, on a tous en nous ce moi pensant. C'est-à-dire un petit moi qui finalement, c'est le moi philosophe si on veut, c'est ce moi qui pose des questions, qui s'interroge, qui cherche les réponses à ces questions, qui doute justement, qui est capable de suspendre son jugement en se disant c'est peut-être vrai, peut-être faux, je vais creuser. Ce petit moi qui justement n'est pas paresseux intellectuellement. Et c'est aussi ce moi générateur de prise de conscience, parce qu'en se posant des questions, ensuite, on va chercher les réponses et on va faire des prises de conscience. Et troisièmement, très important, c'est ce moi intérieur qui est capable de méditer sur notre propre animalité, dont je parlais tout à l'heure, nos programmations génétiques, nos instincts, etc. Donc, partant de ma théorie, qui est de dire qu'on a tous, tout enfant a en lui ce moi pensant. Partant de là, je soutiens que la mission première de l'homme est de faire grandir ce petit moi pensant. Et à mon avis, en faisant grandir ce moi pensant, là, on pourrait finalement, ce serait le meilleur frein à ce que je nomme la soumission intellectuelle, puisque ce moi pensant, c'est ce moi qui veut savoir, qui est désireux de connaître la vérité, qui recherche la vérité, qui sait qu'il ne la détient pas. Donc, il a envie de la chercher. Alors évidemment, je ne dis pas que si on s'occupe de ce petit moi pensant en chaque enfant,
eh bien, on fera 60 millions de Socrate ou de Montaigne. Je ne dis pas ça. Mais en tout cas, on fera grandir au maximum, selon les potentialités de chaque enfant, ce petit moi pensant qu'il a en lui, alors qu'aujourd'hui, c'est tout l'inverse qui est vrai. Aujourd'hui, je soutiens que l'école fait grandir les capacités cognitives des enfants, c'est-à-dire leur apprend à compter, à lire, à calculer, etc. D'accord. Mais en parallèle, elle anesthésie ce moi pensant, ce moi qui est capable de prendre conscience que finalement on ne sait rien et de vouloir savoir, ce moi qui est capable de douter méthodiquement, comme Descartes, ce moi qui s'interroge et qui est capable de méditer sur sa propre animalité, ce moi qui est générateur de prise de conscience, qui nous permet de nous connaître nous-mêmes, puisque le moi pensant, c'est ce moi qui se dit « mais qui suis-je » Et du coup, en se posant cette question, on veut connaître la réponse et on médite. C'est un moi finalement qui permet de manière introspective, de faire connaissance avec nous-mêmes et à comprendre ces mécanismes dont je parlais tout à l'heure, instinctifs, pour ne plus leur obéir aveuglément. Donc pour moi, la solution pour répondre à ta question, j'ai fait une longue introduction sur le moi pensant, mais pour répondre à ta question, quelle serait la solution? À mon avis, c'est faire grandir ce moi pensant, mais il faut s'adonner à ce travail dès l'enfance, parce que quand on commence, l'enfant passe par des périodes sensibles, hein. Tout petit enfant, finalement, se pose des questions. Tout adulte a vu que les enfants passaient par le stade du pourquoi, ils questionnent, et des grandes questions d'ailleurs, hein. Ils demandent, ils regardent le ciel, ils demandent qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du ciel, qu'est-ce que la mort, est-ce qu'il y a une vie après la mort, des grandes questions finalement. Et ces questions-là, on ne fait pas grandir ce moi qui s'interroge et qui questionne justement, eh bien on l'étouffe, on l'anesthésie, et une fois qu'on est adulte, si on n'a pas cultivé ça, c'est très difficile, peut-être même impossible, mais bon, c'est très difficile en tout cas de refaire naître cette flamme, puisqu'une fois qu'on a éteint une flamme, alors que cette flamme est présente en chaque enfant, il suffit de les observer. Donc voilà, moi je pense que, et je le dis dans le livre aussi, l'école a un rôle important à jouer là-dedans, parce qu'à mon avis, elle anesthésie le moi pensant, justement, des enfants, et ça explique aussi en partie la soumission intellectuelle, et ça explique ce qu'on a vécu pendant le Covid, et finalement, c'est triste à dire, mais en même temps, c'est réaliste. L'école prépare, formate les enfants à la soumission intellectuelle, c'est-à-dire elle leur enseigne beaucoup de leçons, mais elle ne leur enseigne jamais à remettre en question ces leçons. Et au final, quand une période totalitaire advient, eh bien, l'école a formaté finalement les enfants pour qu'ils deviennent des adultes qui soutiennent cette période totalitaire à leur insu. Alors, c'est drôle parce que tu vois, j'ajouterais, mais je pense que c'est ce que tu penses aussi, mais tu vas me le dire. J'ajouterais les médias, c'est-à-dire que, les médias et alors je pense les médias mainstream, effectivement, la télé et compagnie, mais je pense aussi les réseaux sociaux et cette pression d'être différent. C'est-à-dire que, comme tu dis, tu vois, quand tu es tout petit ou jeune et que tu penses un peu différemment, des fois, tu vas pas oser le dire parce que tu vas voir que sur 30 personnes, vous êtes 2 à penser différemment. Oui, ça revient aussi à ce que je disais tout à l'heure, la peur c'est une peur profondément inscrite en nous. Et donc, cette peur d'être marginalisé, finalement, va faire que la personne va se soumettre aussi aveuglément. Alors là, c'est différent, hein. Le conformisme intellectuel n'est pas la soumission intellectuelle à proprement parler, puisque la soumission intellectuelle, c'est le fait d'adhérer aveuglément au récit de l'autorité, l'autorité médiatique, politique, ce qu'on veut. Alors que le conformisme intellectuel, il y a une petite nuance quand même, c'est le fait d'adhérer à la pensée du groupe. Donc c'est en lien, parce qu'au final, si tout le monde est soumis au récit de l'autorité, ensuite tout le monde va avoir le même discours, et ensuite la personne qui est dans le conformisme intellectuel va adhérer à l'opinion du groupe en ayant peur d'être considéré comme une personne étrange en finalement exprimant des avis contraires à cette opinion. Et c'est ce qu'on a vécu d'ailleurs pendant le Covid, hein. Les seules personnes, comme tu disais tout à l'heure, qui ne serait-ce s'interroger en fait, en se disant oui, mais le produit est nouveau, eh bien c'était interdit de questionner, puisque tout le monde devait penser pareil, et le conformisme intellectuel avait véritablement pris, hein, d'abord la soumission intellectuelle, on se soumettait aux récits politiques, médiatico-politiques, et ensuite le conformisme intellectuel a pris le relais
Conformisme, c'est C'est ça. l'expérience de H. H, le psychologue, Solomon H, a fait cette expérience célèbre qui explique, qui montre que l'être humain a tendance à se conformer. À pas confondre avec l'expérience de Milgram, qui là, c'est sur la soumission à l'autorité. Mais les deux sont très, très liés, puisque ce qu'on a vécu pendant le Covid, il y avait les deux qui étaient imbriqués. Les gens se soumettaient au récit de l'autorité et obéissaient à l'ordre de l'autorité. Même si l'autorité est malveillante, l'être humain lambda obéit, a démontré Milgram. Et ensuite, il y a eu le phénomène, comme tu as bien dit, de finalement conformisme intellectuel, de conformisme tout court aussi, où les gens se sont suivis les uns les autres, avaient peur de passer pour marginal. Et au final, voilà, ils avaient peur d'être taxés de fous. Alors là, on en vient à du coup le concept de complosophisme qui est de taxer, finalement, de coller l'étiquette de délirant, de complotiste, mais complotiste, ça sous-entend délirant. C'est très malin d'avoir fait ça. Les maîtres du jeu ont été très brillants d'avoir diffusé ce mot-là, puisque en diffusant ce mot, automatiquement, c'est de l'ingénierie sociale. Les gens vont avoir peur d'avoir cette étiquette et donc d'être marginalisés, puisqu'il n'y a rien de plus finalement marginalisant dans une cité humaine que d'avoir l'étiquette du fou sur le front. Et l'étiquette complotiste, c'est ça, c'est l'étiquette du fou. C'est le nouveau marxiste, le nouveau voilà. Oui, c'est une autre étiquette que celle avec la qui petite avait. différence que là, le complosophisme, ça psychiatrise l'ennemi. C'est-à-dire qu'on le met dans une case de fou. Et c'est très vicieux parce que le fou existe, en fait. Il y a vraiment des gens qui sont fous, qui croient à des théories sans fondement. Il y a des gens comme ça. Et comme ces gens existent, eh bien, alors le complosophiste est content que ces gens existent, puisqu'il va pouvoir utiliser finalement ces gens-là pour mettre dans le même panier les gens qui pointent du doigt des failles dans le récit, qui dénoncent des dérives liberticides, qui s'interrogent, qui doutent. Et là, du coup, Voilà. c'est très sournois. Voilà, alors ça c'est intéressant. Alors, rappelez que donc le sophisme, est-ce que tu veux rappeler rapidement ce que c'est pour nos auditeurs au cas où? C'est une argumentation fallacieuse quand on débat avec quelqu'un. Le but n'est pas de chercher la vérité, mais de finalement montrer qu'on a raison alors qu'on se base sur une argumentation fallacieuse. Donc c'est l'ennemi, je dirais, de la philosophie véritable et de la vérité. Et donc complosophisme, c'est justement cette rhétorique de coller l'étiquette de complotiste, sous-entendu du coup de délirant, sur une personne qui tient des discours, des arguments, pour justement ne pas avoir à débattre de ces arguments. Puisque dès lors qu'on lui colle l'étiquette de fou, et bien après on se dit, il n'y a même pas besoin de débattre de tes arguments, de toute façon tu es fou, on ne discute pas avec un fou, tu crois que la Terre est plate, allez, va dans ta chambre, nous on va discuter entre sachants de l'autre côté. C'est très vicieux, puisque justement, si la personne prône un discours fou, eh bien, expliquons pourquoi il est fou. C'est pour ça que le complosophisme, c'est l'utilisation abusive de l'étiquette de complotiste pour, j'insiste bien sur le pour, ne pas avoir à débattre des arguments de la personne. Parce que, pour être très sincère, en vérité, moi, si quelqu'un me taxe de complotiste, je serais pas très, finalement, j'en voudrais pas tant que ça. Si et seulement si elle m'explique pourquoi mes arguments le sont. Et toute l'entreprise du complosophisme, c'est justement de dire à la personne, à son interlocuteur, qu'elle est complotiste pour ne pas avoir à débattre de ses arguments. Et c'est là que c'est vicieux, que c'est une censure invisible, puisqu'on prétend inviter une personne pour débattre alors qu'en fait on ne veut pas écouter ses arguments, on veut lui coller l'étiquette du fou. Et pour ça qu'il faut nommer cette censure, parce que si on ne la nomme pas, les gens vont avoir du mal à la conscientiser. L'être humain, en général, tant qu'une chose n'a pas un nom, l'être humain a du mal à la conscientiser et du coup a du mal aussi à la dénoncer, puisque ce qui n'a pas de nom n'existe pas dans l'inconscient collectif, et surtout ce qui n'a pas de nom, on ne peut pas le dénoncer. Donc moi, je me suis dit, il y a 10 ans d'ailleurs, quand j'ai nommé ça, je me suis dit, il faut donner un nom à ce machin-là, parce que ça va vraiment empirer. Et là, on l'a vu pendant la crise du Covid, quoi. Il y avait les assises du complotisme qui devait avoir lieu. Il y avait un ministre qui répondait à un journaliste qui lui expliquait que la crise a été mal gérée, pour ne pas avoir à répondre des arguments, il se contentait de dire « c'est complotiste ce que vous dites », alors que c'était...
Oui, et c'est vraiment une façon effectivement de complètement casser le débat, de coller des étiquettes et d'éviter d'ailleurs toute évolution. Et d'ailleurs, ça évite aussi d'aller voir derrière les événements. Ça évite, enfin vraiment, c'est le grand évitement. Mais je voudrais rétro-pédaler un petit peu parce que tout à l'heure, on a parlé des émotions et je pense que c'est quelque chose qui est important parce que justement, tu parlais de la crise du Covid, mais on pourrait parler d'autres périodes. Par exemple, je me rappelle de l'histoire de la soi-disant fiole d'anthrax, tu sais, de Colin Powell devant l'ONU en arrivant. Oui, il y a des armes de destruction massive. Et puis il montre une fiole comme ça à la caméra, des milliers, des millions de gens qui le voient. Alors comme si évidemment le gars allait se pointer en plein, tu vois, en pleine assemblée à l'ONU avec une fiole d'anthrax dans la main. Mais oui, bien sûr. Bon, bref, tout ça était une vaste mise en scène. Alors, qu'elle ait été vraie ou pas, que derrière il y avait eu ou pas des armes de destruction massive, on pouvait se poser la question. Mais là n'est pas le problème. En fait, il y a eu un mensonge éhonté et voilà, une mascarade. Voilà. Donc, c'est surtout ça qui m'intéresse. Et derrière, ce que je voudrais aborder avec toi, c'est cette question des émotions. Parce que les gens, quand ils ont peur, eh ben, tu peux leur faire avaler n'importe quoi. Comment, heu, comment réagir? Qu'est-ce que tu penses de cette chose-là? Parce que les gens, même s'ils réfléchissent, par la peur, la pensée est paralysée, souvent. Oui, bah, après, je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre ne pas se couper de ses émotions et ne pas se faire emporter par ses émotions. C'est un juste milieu qui est presque d'utilité publique à trouver pour tout être humain. Hein. C'est Antonio Damasio, c'est un neurologue, a écrit un livre qui s'appelle L'erreur de Descartes, qui est très Mmh. intéressant. Je l'avais lu il y a une dizaine d'années. C'est un neurologue, un professeur de neurologie, où il explique que si on se coupe de ses émotions, on va raisonner mal. Et il a fait plein d'expériences sur des personnes qui avaient des grosses lésions cérébrales. Et finalement, ces personnes prenaient tout le temps les mauvais choix dans leur vie. C'était assez hallucinant. Des mauvais choix, tout type de mauvais choix d'ailleurs. Il a fait plein de travaux, d'études, d'expériences, et les personnes prenaient le mauvais choix parce qu'elles n'avaient plus d'émotion. Donc, il a d'une certaine façon démontré que si on n'a pas d'émotion, si on se coupe de ses émotions, eh bien, on raisonnera mal. Mais en même temps, si on se laisse submerger par ses émotions, et ben là, c'est pareil, on n'est plus dans le logos, on est dans le pathos. Et là, évidemment, c'est peut-être même pire, parce que justement, les médias jouent que là-dessus, par exemple, les politiques aussi. Et oui, l'importance de trouver le juste milieu entre les deux. Alors, oui, c'est Machiavel qui disait celui qui maîtrise la peur des gens maîtrisera Oui. leur âme. C'est Mmh. exactement ça. Et avec le Covid, c'est ce qu'on a vécu, mais pas que, en fait. Le Covid a mis les projecteurs, a allumé finalement la lumière dans une pièce sombre pour nous montrer plein de mécanismes humains. C'était très intéressant pour ça, d'ailleurs. Mais en soi, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Si Machiavel en parlait, ça existe depuis Oui. Platon, ça existe aujourd'hui, ça existera dans 2000 ans. On joue avec nos émotions, notamment l'émotion principale qui est la peur. Parce que Mmh. je dirais que c'est la, comment dirais-je, c'est la crainte des craintes, la peur, puisque dans l'état on est programmé pour survivre, puisqu'on est des êtres vivants, et donc on est programmé pour avoir peur de mourir. Et finalement, jouant avec cette peur de mourir, on arrive aussi à jouer avec, à manipuler les gens pour qu'ils adhèrent à tout type pour les piloter en fait. Il suffit de leur faire un peu peur, parce que derrière ce qu'on a vécu pendant le Covid, il y avait l'angoisse profonde de mourir. On a joué avec la santé. Alors, on a expliqué aux gens qu'ils allaient mourir si ils invitaient papy et mamie dans la cuisine, etc. On a joué sur la peur et les gens se sont laissés gouverner par Mmh. cette peur, tyrannie de l'émotion. Et c'est là que c'est intéressant aussi et que ça rejoint cette idée que cultiver la réflexion, cultiver la prise de recul, cultiver, le contact avec soi. Tu parlais de méditer tout à l'heure. Bon alors, peut-être je le dis un peu trop dans les podcasts, mais, voilà, comme moi je médite depuis 20 ans, c'est quelque chose qui me parle évidemment. Quand je m'assois, au début, parfois, il y a des montées émotionnelles, des montées de pensée et puis ensuite ça s'apaise comme ça, doucement, comme le limon dans les lacs, tu sais, puis l'eau redevient claire et limpide à l'intérieur de soi. Mais en fait,
Donc, il y a cette idée de se reconnecter à son monde intérieur, autant ses pensées que ses émotions. Donc ça, c'est quelque chose qui se cultive. Qu'est-ce que Oui, tu en oui, tout penses? à fait. Ben, c'est en parallèle aussi avec ce que je dis, qui est de faire grandir le moi pensant, puisque le moi pensant, c'est d'une certaine façon le moi générateur de prise de conscience, puisque quand on pense, automatiquement après, on va avoir des prises de conscience. Et d'une certaine façon, en faisant grandir le moi pensant, on fait grandir la conscience des êtres humains, on éveille cette conscience, et la méditation aussi permet d'éveiller sa conscience, même si elle s'y prend différemment. Aujourd'hui, c'est triste, mais on empêche les gens et de penser, donc de faire grandir leur moi pensant, et même de méditer. Et c'est vrai, c'est dommage, une école véritable, parce que moi je dis qu'aujourd'hui, l'école véritable n'existe même pas, puisque pour moi, la mission première de l'homme est de faire grandir son moi pensant. Et comme je dis que l'école anesthésie le moi pensant, bah, pour moi, c'est pas une école. Pour moi, j'ai appelé ça dans un livre que j'ai écrit quand j'avais 20 ans, c'est une usine à calculettes qui, finalement, programme les élèves pour qu'ils sachent calculer, disons grossièrement, mais pas penser. Et c'est vrai qu'une école véritable ferait grandir le moi pensant, donc ferait grandir ce doute méthodique, cher à Descartes, mais ferait aussi, même, pourquoi pas, méditer les enfants, comme tu l'as si bien dit. Et là, aujourd'hui, l'école réunit tous les ingrédients contraires. Les enfants, finalement, on les formate à la société d'hyper-travail et d'hyper-consommation, puisqu'ils arrivent dès le matin, 8 heures, finalement, on ouvre le cartable, paf, 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 on n'a même pas le temps, finalement, de se relaxer, ne serait-ce que 5 minutes. Quand je dis se relaxer, c'est véritablement dans un but finalement de faire s'envoler les pensées. On peut pas, le moi pensant ne grandit pas dans une salle de classe enfermée dans une pièce à 30 élèves avec un programme surchargé, quadrillé. Ça, c'est justement ce qui anesthésie, selon moi, le moi pensant. Et donc, du coup, même des petits cours de méditation pourraient être d'utilité publique dans cette société, on peut dire, de névrosés, où des gens courent à droite à gauche. Mais bon, l'école les prépare justement à s'intégrer dans cette société qui va très vite, qui est une société, moi j'appelle ça la société d'hyper-travail et d'hyper-consommation. Hyper-consommation, tout le monde est d'accord là-dessus, mais hyper-travail, j'entends pas beaucoup d'intellectuels parler de ça, mais pour moi on est dans une société de l'hyper-travail. Du matin au soir, finalement, la vie se résume à travailler, c'est la vie du salarié, et l'école prépare à ça. Et quand on travaille, on ne pense pas. Donc les gens se sont épuisés toute la journée à travailler, donc à ne pas penser, donc à ne pas méditer et à ne pas faire grandir leur moi pensant. Et ensuite, ils rentrent chez eux très fatigués. Et quand on est fatigué, on ne peut plus du coup penser, puisqu'on veut juste se détendre de la fatigue physique qu'on a éprouvée toute la journée. Et donc du coup, pendant 24 heures, les gens ne méditent pas et ne font pas grandir leur moi pensant. Et c'est un génocide des consciences, en fait, puisque la partie la plus humaine qu'il y a en nous, finalement, ne fleurira jamais. C'est comme si une petite chenille, on l'empêchait de faire son cocon, parce qu'on la faisait courir en permanence. Et du coup, elle ne deviendra jamais papillon. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et depuis à l'ère du capitalisme, ça a pris un essor assez considérable. Ce que je suis en train de dire là aujourd'hui, les gens ne pensent plus. Et hélas, il faut penser un minimum pour comprendre ce que je suis en train de dire. Les gens qui sont pris dans cet engrenage, ils ne s'arrêtent même pas pour réfléchir sur ce que je viens de dire. Donc voilà, ils ne deviendront jamais papillons, ils resteront chenilles. Et il faut devenir papillon pour prendre un peu de hauteur et comprendre ce que je suis en train de dire. Et du coup, c'est un espèce de cercle vicieux très, très malsain, parce qu'après, les gens les pilotent comme on veut. Tout à fait, et ça me fait penser à la chanson des Pink Floyd, que c'est juste une autre brique dans le mur, dans The Wall, l'album The Wall, où il dit allez, professeur, laissez tranquille les enfants, hein, tu sais. En tout cas, effectivement, cette idée de freiner et d'avoir du temps, ça revient à sortir du système, à essayer en tout cas de garder une part humaine en soi qui soit suffisamment libre et autonome pour pouvoir mieux vivre dans le système, ou finalement sortir du système. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui foncent dans cette société d'hyper-travail et qui finissent par une dépression. Et au moment de cette cassure, ils se disent, tiens, je vais peut-être me mettre à faire du yoga, à méditer ou à faire du qigong. Et c'est là que, bien souvent, il y a des changements de vie importants d'ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai. On voit beaucoup de personnes qui, après toute une vie dans cette société hyper-travail, hyper-consommation, qui d'un coup se mettent
à faire leur potager. Ça paraît bête comme ça, mais finalement, ça leur permet de faire ce qu'ils n'ont pas fait pendant 60 ans, c'est-à-dire se retrouver avec eux-mêmes. Et je dirais que c'est la base, en fait. Et l'école n'enseigne absolument pas ça, en fait. L'école forme les enfants pour qu'ils s'intègrent à une société, justement, d'hyper-travail, d'hyper-consommation, alors que tout système, notamment pyramidal, a besoin de, finalement, personnes qui s'intègrent à ce système sans le remettre en question. Donc, quand on comprend ça, on comprend que tout est lié, tout est... Finalement. Exactement. Est-ce qu'on arrive un petit peu à la fin, Alexis? Est-ce qu'il y a une dernière pensée que tu veux nous partager, je sais pas, ou quelque chose à lire, à regarder, à écouter? Voilà. Qu'est-ce que tu veux nous partager? Je dirais, pour un peu compléter ce que je disais tout à l'heure sur le doute, l'importance du doute, et donc même de douter des propos que je suis en train de tenir, c'est-à-dire de ne pas les prendre pour argent comptant. Parce que la soumission intellectuelle, ce serait trop facile de dire qu'il faut douter des discours qu'on remet en question. Non, c'est pas ça, il faut douter de tout. Ça ne veut pas dire de se perdre, au contraire, c'est une boussole. Celui qui arrive à intérioriser le doute, il n'est pas perdu, il a une boussole. Donc il faut douter aussi de tout ce que je suis en train de dire là, puisque moi je suis un penseur, mais un penseur n'est pas un omniscient. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et donc du coup, les gens qui nous écoutent là aussi doivent douter, et si elles le font sincèrement, eh bien elles vont réussir à comprendre ce que je suis en train de dire. Donc voilà, je dirais comme message de conclusion, faire grandir l'art du doute, qui est très mécompris, parce que les gens pensent que douter, les gens disent mais on ne peut pas douter de tout, sinon on ne suit jamais un chemin. Mais non, justement, parce que douter ne veut pas dire qu'on ne prend pas un chemin. On prend son chemin, mais tout en gardant dans un coin de la tête, peut-être que je me suis trompé. Mais on continue. Et puis après, ça nous permet, si justement on se rend compte qu'on s'est trompé, ça nous permet de bifurquer, justement, pour pas aller droit dans le mur ou tomber de la falaise. Donc c'est très important, et ça, malheureusement, on devrait le faire dès l'enfance, des cours de doute. Voilà, douter de tout, mais surtout, voilà, moi, j'ai pas une parole, je suis pas quelqu'un de très connu, mais du coup, il faut que les gens doutent de tous les discours qu'ils entendent, c'est-à-dire, ils allument la télé, doutez de ce que vous entendez à la télé. Et excuse-moi, je t'ai coupé, finis ta phrase. Non, j'allais juste te dire que la télé va vous dire le contraire. La télé va vous dire douter, par exemple, des discours que je suis en train de tenir là, mais elle va pas vous dire douter de ce qu'elle prône. Alors que moi, justement, je dis les deux. Douter de ce que je dis et douter de ce que dit la télé. Douter, ça veut pas dire réfuter. Ça veut dire, je suspends mon jugement et je vais méditer sur ce que cette personne est en train de me dire, sur son discours. Et cette étape-là est crucial, en fait. Ça s'appelle penser, en d'autres termes. Aujourd'hui, les gens ne pensent même plus, mais ça s'appelle penser. Et l'école nous empêche les gens de penser, quoi. C'est très, très grave. Que, si je peux me permettre de retraduire, parce que je me rappelle que quand on a réédité ton livre, je t'avais fait la remarque sur le terme de douter. En fait, douter, tu me corrigeras si je me trompe ou si c'est pas assez précis, il s'agira de questionner, de réfléchir, de penser. C'est ce que tu viens de dire, pardon. Mais il n'est pas question de douter dans le sens de perdre confiance en soi. Et Oui, parce qu'il y a des gens qui disent je doute sans arrêt, mais c'est pas ce doute-là dont tu parles. Au contraire, parce que tu disais que tu disais aussi, si on doute de tout, il y a des gens qui disent non, mais si on doute de tout, on peut plus rien faire. Mais en fait, c'est pas ce que tu dis. Toi, ce que tu dis, c'est réfléchir aux choses, ne pas prendre les choses pour argent comptant, continuer de questionner. C'est ça, hein? Oui, suspendre son jugement, c'est-à-dire savoir qu'on n'est pas omniscient, qu'on ne sait pas tout, et dès lors qu'on prend conscience véritablement qu'on ne sait pas tout, on doute, tout simplement. Mais le doute cher à Descartes. Descartes avait une belle image, je crois que c'est dans les Méditations métaphysiques, où il expliquait que finalement, avec ses propres opinions, il faisait comme un panier de pommes, et alors il vidait tout le panier de pommes, et il comparait ses opinions aux pommes, justement, et il expliquait qu'il remettait une à une, après avoir vidé tout le panier, une à une les pommes dans le panier, en les examinant une à une pour finalement vérifier que il ne remet pas de pommes pourries dans le panier. Eh bien, c'est ça le doute méthodique de Descartes. On reçoit aujourd'hui, Descartes, c'était il y a 5 siècles, donc il ne parlait pas des informations, il parlait de ses opinions, ses croyances. Mais moi, je dis qu'il faut faire la même chose avec
tout récit que vous recevez. Et aujourd'hui, la plupart des récits, ce sont des récits médiatiques. Donc, vous allumez la télévision, vous recevez une information, vous faites comme Descartes, en fait, le doute méthodique. Vous videz ces informations de votre cerveau, vous les rejetez dans un premier temps, c'est-à-dire suspendre le jugement, et vous les remettez en vérifiant qu'elles ne soient pas finalement pourries, comme les pommes dont Descartes parlait. Ça s'appelle le doute méthodique. Et aujourd'hui, des personnes qui se proclament de Descartes prônent le doute méthodique, alors qu'en vérité, elles font un doute sélectif. Par exemple, aujourd'hui, on appelle ça les fact-checkers. Eux, c'est un doute sélectif. Ils se prétendent de Descartes, alors que Descartes, il remettait tout en question, y compris ses propres croyances, surtout ses propres croyances. Le fact-checker va dire, moi aussi, je doute comme Descartes, mais en fait, non, le fact-checker va vous demander de douter uniquement des personnes qui, ironiquement parlant, doutent de la doxa. C'est pas du tout ce que prône Descartes. Descartes dit de douter de tout, y compris de ses propres croyances. Comme moi, je suis en train de le faire. Je dis aux gens, doutez de ce que je dis, doutez de ce que dit la télé. Le fact-checker va uniquement vous dire, doutez des gens qu'il qualifie de complotistes. Donc, c'est du complosophisme. Voilà, c'est le doute sélectif. En fait, Descartes prônait le doute méthodique. Le fact-checker, lui, a le doute sélectif. Il va dire ça, vous pouvez douter. Ça, non, ça, c'est la vérité. Ça, c'est ma parole à moi. Donc, ne la remettez pas en doute. C'est l'inverse, en fait, de Descartes. Et c'est assez orwellien parce qu'il se prétend de Descartes, alors qu'en vérité, il y a l'attitude inverse. Si Descartes était là aujourd'hui, il ne dirait absolument pas que les fact-checkers ou les pseudo-zététiciens, parce que la zététique aussi prétend être de Descartes, l'art du doute, mais alors qu'en vérité, ils font l'inverse, ils ont le doute sélectif. C'est ça le message que j'aurais à leur adresser. Je dirais, relisez le discours de la méthode, étudiez l'image que je viens de dire sur les pommes, qui est une image de Descartes, le panier de pommes, et vous verrez que ce n'est pas du tout ce que vous faites, fact-checker et zététicien. Vous faites l'inverse. Très bien. Eh bien, écoute, Alexis, merci pour cette explication. Un petit dernier mot ou c'est bon pour toi? Pour moi, c'est bon. Il y aurait tellement de choses à dire finalement sur ce thème et même sur le discours de la servitude intellectuelle. Mais là, on a abordé des points assez important. Donc voilà, j'ai conclu sur le doute. Doutez de tout, y compris de ce que je suis en train de dire là, et méfiez-vous des gens qui ont le doute sélectif. Voilà comme message final. Relisez Descartes et le discours de la méthode. Et alors, juste une dernière question quand même, Pascal me taraude. Qu'est-ce que tu fais des gens qui finalement sont perdus parce qu'ils doutent de tout, mais dans le mauvais sens? C'est-à-dire qu'ils sont perdus, ils n'ont plus de repères. Allez, costaud, c'est là. Parce que, très sincèrement, moi, je doute tout le temps. Mais douter au sens justement cartésien du terme. Et je me sens pas perdu puisque c'est une boussole. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc il faut que je doute de tout ce que mes sens observent et de tous les récits qui arrivent à mon esprit. Les gens qui doutent de tout et qui se sentiraient perdus, tu dis, je leur dirais de faire grandir leur esprit critique, tout simplement, de se dire c'est pas grave de ne pas savoir, puisque c'est la première étape pour finir par savoir quelque chose. D'abord, on sait qu'on ne sait pas. Donc en fait, c'est sain, c'est plutôt sain. Faut pas avoir peur de douter. Arrêter, s'asseoir sur une pierre et regarder un peu le ciel, respirer. Oui, aussi, tout à fait, ouais, de se reconnecter à soi-même parce qu'après, ça joue avec la peur. Les gens ont peur, justement, alors qu'en vérité, il n'y a rien de dramatique dans la situation. On va tous mourir un jour, c'est la seule chose dont on est certain. Donc pourquoi avoir peur de douter? On ne sait pas grand-chose dans ce cosmos, on est de passage. Donc n'ayez pas peur de faire grandir votre moi pensant. Parce que le moi pensant, c'est le moi qui pense, c'est le moi qui doute. N'ayez pas peur. Après, évidemment, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus... Comment dirais-je? Les gens assimilent... Ils se trompent, hein. Le doute au paranoïaque, c'est-à-dire je doute de tout. Mais non, le parano, c'est celui qui est sûr que l'autre est en train de mentir. Le parano, c'est celui qui est sûr qu'on lui cache quelque chose. Mais c'est pas ça le doute. Le doute, c'est justement conscientiser qu'on n'est pas omniscient. Donc on se dit je ne sais pas. Mais celui en face qui me parle non plus n'est pas omniscient. Il ne sait pas tout. Alors je doute tout simplement, quoi. Très intéressante cette dernière partie, très 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 bien. Écoute, merci beaucoup Alexis. Et puis moi ce que je pense c'est qu'on fera sans doute un autre podcast d'ici quelques temps pour continuer d'explorer toutes ces questions parce que je pense qu'il y en a. Sur le discours de la servitude intellectuelle, il y a d'autres concepts dans ce petit essai.
Oui, on pourrait même reprendre un point et refaire 1 heure sur un point précis. Ça pourrait être très enrichissant. Oui. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et en tout cas, je mettrai dans la description du podcast les liens vers ton livre. Et puis, voilà, encore un grand, grand merci, Alexis. Et puis, je te dis à bientôt. Salut à tous. Merci à toi. Merci. Ciao.